Bonjour. Écoutez, je suis ravi d'être là parmi vous ce matin pour commencer cette première table ronde à la suite donc de Monsieur Augustin de Romanet. Le sujet, donc je suis très heureux de commencer cette table ronde avec le sujet Open Data, de l'Open Data au Data Marketplace européen. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir, et c'est peu de le dire, d'avoir autour de moi Laurent Lafaille, bonjour, CEO d'Awex, Patrick Laurence-Frings, donc DSI de la CDC, mais surtout co-leader du Data Space Finance et Assurance, dont il nous touchera un mot, et enfin Arnaud Muller, donc directeur général Bonjour. de Clérop. Pour entrer dans le vif du sujet, je peux dire que voilà, nous sommes de plein pied aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ère de la data economy. L'open data a facilité en son temps et encore aujourd'hui on va dire la mise à disposition et l'extériorisation des données des organisations et des entreprises pour des usages au départ plutôt citoyens. Et aujourd'hui, on voit émerger de nouveaux acteurs qui construisent de nouveaux business models, donc avec de nouveaux usages, de nouveaux services, en s'appuyant sur des plateformes d'échange de données, des data hubs et autres plateformes de services, donc on aura l'occasion d'échanger. Et voilà, que ce soit des services qui soient payants ou pas. Et pour commencer, j'aimerais peut-être qu'on définisse au final un petit peu ce que c'est que ces plateformes d'échange de données, ces data hubs. Et je vais peut-être commencer par Laurent. Voilà, donc c'est quoi une plateforme d'échange de données aujourd'hui ? Oui, merci Alain. En fait, c'est un terme qui est apparu, surtout en termes anglo-saxons, on parle beaucoup de data marketplace. Donc c'est un espace de confiance où de l'offre de données vient rencontrer ou vient s'exposer à de la demande. Ce terme a évolué aujourd'hui, on parle de data marketplace dans un objectif plutôt commercial, c'est-à-dire monétiser la donnée ou tirer une valeur de ces données. Si je suis un industriel, par exemple, avec des partenaires commerciaux ou au-delà. Maintenant, on parle d'autres formes d'espace d'échange de données. On parle aussi de data hub. Alors là, ce sont plutôt des filières professionnelles qui organisent un espace de confiance où les acteurs de cette filière, justement, se rencontrent pour échanger, créer des cas d'usage, créer de nouveaux services, grâce à ces échanges de données. Il n'y a pas forcément un enjeu de monétisation directe par les parties prenantes. Il peut y avoir bien sûr un modèle économique d'accès à ce type de plateforme ou d'échange de données, puisqu'on parle de tout type de données. Ça peut être des données industrielles, des données de logistique, ça peut être des données d'activité commerciale. Et donc ça devient des espaces de confiance d'une filière. Et puis il y a un dernier terme, on parle aussi de data exchange. C'est un terme qui vient plus du monde de l'informatique et qui concerne plus l'interconnexion de systèmes d'information. Il peut se faire à l'intérieur d'un grand groupe entre ses filiales, mais il peut se faire surtout aujourd'hui avec ses partenaires, ses fournisseurs de rang 1, de rang 2, ses clients, ses grands clients quand on travaille dans des environnements B2B. Et là, on parle plus de data exchange au sens de relations qui sont déjà établies, souvent des relations partenariales ou contractuelles qui sont déjà en place, et dans lequel l'objectif des data exchange, c'est plutôt de mettre en place la dimension technique, contractuelle, la conformité liée aux échanges de données, pour la création justement de cet écosystème proche. Très bien. Peut-être Arnaud, si tu souhaites rajouter un complément, peut-être. Donc effectivement, je pense que quand tu poses le sujet, tu dis globalement quelles sont, en fait, il y a toutes ces nouvelles générations de solutions qui émergent et qui vont venir nous aider à fluidifier le partage et fluidifier le parcours de la donnée, en fait, et faire en sorte qu'elle soit exploitée très très largement. Et souvent, moi, si on revient un petit peu au pourquoi, en fait, l'émergence de ces solutions, où sont nos données aujourd'hui ? Donc historiquement, les données, elles étaient bien rangées en ligne et en colonne dans des bases de données. Et des bases de données, il y en a plein dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et évidemment, ces données, elles étaient tenues au chaud par des administrateurs de bases de données, en fait, qui étaient un peu les garants du coffre-fort. On peut imaginer une banque. Une banque, effectivement, le lien entre le métier de la banque et la banque de données, il est assez important, et on sait qu'il y a un asset majeur depuis la nuit des temps dans ce coffre-fort dans lequel on vient ranger toutes nos données. Problématique de ça, c'est que quand on veut
analyser toutes ces données de manière hyper agile et simple comme on le fait avec notre téléphone, ça ne marche pas comme ça. Donc on a mis en place une première génération de solutions qui sont les data warehouse, les entrepôts de données, parce qu'on a rangé toutes ces petites bases dans des grandes bases qu'on appelait des entrepôts, et donc là tout le monde s'est mis à s'équiper de ça. Et puis ça ne suffisait pas, parce qu'il y a eu une explosion du volume de données, donc heureusement on a notre ami Google qui est venu et qui nous a dit « ça c'est pour moi, je vous offre un système qui s'appelle HDFS », et en gros c'est plus des bases de données, c'est plus des entrepôts, ce sont des lacs de données. Et donc là on a mis en place des data lakes, on-premise, en fait, donc sur site, etc., des choses de cette génération. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on peut se dire, maintenant, techniquement, on est prêt à partager tout type de données et accéder à cette information très simplement pour prendre des décisions éclairées. Et donc, c'est la promesse de l'entreprise, qu'elle soit une banque, une assurance, quel que soit son secteur d'activité, data-driven. Très bien. Quand on demande aujourd'hui, dans la vraie vie, une fois qu'on a posé ces concepts aux clients, si ils ont un accès simple à la donnée et si la donnée circule et partage dans leur organisation avec des données fraîches, fiables, etc., la réalité, c'est non. Et donc, le pourquoi du Data Hub et des Data Exchange Platform, c'est venir non pas en substitution, mais venir amener cette couche d'unification des systèmes qui peuvent constituer des silos, des bases de données, des lacs de données, des data warehouse, etc. Et amener ce que Laurent a très bien dit, à savoir une dimension technique de la gouvernance, des connecteurs à tous ces systèmes d'information et des éléments de sécurité, des éléments de sécurité essentiels. Juste pour préciser, par rapport à ce data hub, il y a une dimension technique et côté Clearop, ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire plutôt dans une organisation. Donc un data hub de confiance sur des solutions souveraines dans une organisation comme le ministère de la Santé. Et on a plutôt pour objectif de venir alimenter des plateformes d'échange qui vont gérer justement ces partages inter-organisation et ça n'est pas de l'IA. On parle de data ce matin, ça n'est pas de l'IA. Souvent, ça viendra. Ça viendra. Du coup, voilà, on a bien compris effectivement le périmètre de ces nouvelles solutions. Et moi, j'ai envie également de vous poser la question, puisque vous évoquiez la notion d'écosystème tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce que ces nouvelles arrivées, est-ce qu'elles ne sont pas en train de chambouler quelque part le système de collaboration d'entreprises avec lesquelles vous travaillez? C'est de dire aujourd'hui, est-ce que la façon dont les organisations collaborent est en train d'évoluer? Alors, Arnaud, oui, vas-y. En fait, que ce soit pour des projets de data science ou des projets de partage de données, etc., on sait depuis maintenant un petit moment que l'enjeu, il va être de créer une collaboration hyper agile et fluide entre différentes parties prenantes que sont les opérationnels, en fait. Globalement, on est là tous au service de ceux qui servent les clients et de tous les opérationnels, donc les métiers, l'informatique, donc la DSI, et du coup, dans la DSI, on peut imaginer une DSI avec de plus en plus un bras armé sécurité très très fort, et les Chief Data Officers, parce qu'il y a toute une nouvelle génération de métiers autour de ça. Ce que ça implique, et nous on peut le voir sur le terrain, c'est que ça vient aplanir, je dirais, la collaboration entre ces différents acteurs, et ça vient challenger le rapport de force et de pouvoir dans les organisations. Et si on prend n'importe quelle organisation, on voit finalement que les sujets de data sont reportés au COMEX directement et ça vient servir les enjeux stratégiques des organisations, donc complètement au top, et complètement, je dirais, au bottom, qui sont les opérationnels. Et ça transforme. Ça, d'un point de vue gouvernance et rapport au pouvoir, c'est... Peut-être Patrick. Ouais. Juste un petit mot pour aller dans le sens d'Arnaud. Je pense qu'on touche du doigt pour la première fois ce qu'on appelle l'entreprise étendue et l'entreprise écosystémique. C'est-à-dire que grâce à ces data exchange, ces data hubs, pour la première fois, on peut vraiment toucher du doigt d'un point de vue opérationnel la capacité pour l'entreprise à vraiment interagir avec son écosystème et passer de la transformation de la data, qui en tant que telle n'apporte rien, à la création de services à valeur ajoutée pour elle-même, pour son écosystème. Et je pense que c'est vraiment le lien entre la data et les services à valeur ajoutée dans la logique écosystémique et qui est pour nous, en tout cas entreprise, un vrai game changer. Et alors,
côté d'AWEX, puisque moi j'ai Oui. l'impression que vous êtes aussi un petit peu en dehors des organisations et des entreprises. Oui, alors nous, on voit des entreprises au quotidien dans de très nombreux secteurs d'activité. Il n'y a pas une décision d'échanger la donnée sans la décision du top management. Et ça se passe au niveau CEO, forcément, puisqu'on parle de la sortie d'un actif de l'entreprise vers d'autres. Donc, il y a l'absolue nécessité, de comprendre pourquoi on aurait une stratégie d'échange de données, pour faire quoi, avec qui, pour développer quel service en amont ou en aval de son activité. Donc comprendre finalement le futur de cet échange de la donnée. Et puis finalement, pour quel bénéfice pour l'entreprise. On l'a bien vu sur l'open data, les entreprises qui se sont mises à l'open data, soit c'était pour des objectifs de bien commun et de reverser à une communauté de la donnée, mais ça reste une partie très superficielle des données qu'une entreprise gère. Et donc prendre la décision d'échanger de la donnée, une donnée qui est liée à son activité, c'est une décision du plus haut du management. C'est une décision pour des objectifs de créer un écosystème autour de soi. Je prends l'exemple d'un assureur qui manipule depuis très longtemps de la donnée. Il a peut-être un enjeu à aller trouver d'autres sources de données que ses data brokers habituels. Et pour ça, il doit trouver des motivations chez des partenaires ou un écosystème plus lointain à lui fournir de la donnée. Et pour ça, il doit mettre en place des règles extrêmement strictes de qui accède, dans quelles conditions, est-ce que je suis en conformité avec la réglementation et pour quelle motivation in fine et quel objectif je fais stratégique. Voilà. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, quand on entend échange, circulation, échange de données, on ne peut s'empêcher de penser effectivement à la notion de sécurisation, de sécurité. Et moi, j'ai envie de continuer un petit peu avec toi, Laurent, en se disant mais comment fait-on pour faire de la confiance quand on gère comme ça, voilà, des plateformes d'échange ou des plateformes de marché? Alors, il y a un point qui est fondamental. Alors, chez Dawex, on le sait bien, puisqu'on a un actionnaire historique qui est un acteur de confiance, qui est la Caisse des dépôts. Et donc, le mot-clé, effectivement, dans l'échange de données, c'est la confiance. Et c'est une chose de la proclamer, oui. C'est une deuxième chose de la mettre en œuvre. Et elle se décline sous beaucoup de formes. D'abord, elle se décline sous la forme de, quand on parle de données, de sécurité ou de contrôle des accès. C'est des mots qui parlent beaucoup aux informaticiens depuis très longtemps, mais on la retrouve aussi dans la dimension juridique. Elle est apparue historiquement avec les différentes lois sur la protection de données, de manière encore plus forte avec le RGPD, et demain, elle arrivera sur tout type de données. La Commission européenne parle des données industrielles, parler au sens large de toutes les données que manipule une entreprise. Et il y a un projet de règlement qui s'appelle Data Governance Act qui va être adopté dans quelques jours et qui va viser justement à réglementer, ou en tout cas définir le cadre de confiance de ces espaces d'accès aux données. Donc cette dimension confiance, le régulateur est là à l'échelle de l'Europe, anticipe déjà un marché qui est naissant, on parle de sujets qui sont très nouveaux, et plutôt que d'être 10 ans en retard par rapport à des phénomènes liés au numérique comme on l'a observé il y a 20 ans, le régulateur, en tout cas européen, décide de mettre en place un cadre de confiance pour que les acteurs économiques et les gouvernements, enfin les entités publiques, puissent avoir des règles du jeu extrêmement claires sur les conditions d'accès ou d'échange de données, et notamment de séparer les fonctions de traitement, d'enrichissement des fonctions de circulation de la donnée. Tout à fait, on évoquerait effectivement cet aspect réglementaire fort qui arrive, puisque le Data Governance Act est en finalisation aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si, au final, ça ne va pas être une accélération de toute la partie cloud européen, infrastructure européenne. Arnaud ? Oui, complètement. En fait, ça passe par une dimension technique qu'a évoqué Laurent avec, oui, effectivement, comment je mets ces systèmes qui me sécurisent en place. Et donc, il y a toute une dimension, je dirais, sécurité informatique sur la gestion des droits d'accès. Et quelque chose qui est assez important, c'est la traçabilité. En fait, c'est un peu comme dans le domaine alimentaire, c'est tout simple. C'est quand j'ai cette visibilité totale sur ma chaîne, ma supply chain en fait, de la donnée, et que je sais qui a accès à quoi, quand, pour faire quoi, c'est beaucoup plus simple. Et demain, j'aurais peut-être pas tout le temps besoin de remonter au top CEO pour lui demander si, oui ou non, je peux partager une nouvelle donnée avec quelqu'un dont on ne connaît pas complètement les intentions. Et donc, ça marche pas. Donc, c'est cette manière de décentraliser, je dirais, la confiance, c'est de la sécurité informatique, c'est de la compliance. Et quand on parle de compliance et de normes et de standards, effectivement, la Commission européenne est en train de faire des énormes progrès en la matière. Et ça vient amener des nouvelles normes et standards. On le voit beaucoup, nous, au niveau d'ENISA, qui est l'équivalent de l'ANSSI au niveau de l'Europe, et qui va venir finalement amener
une logique de label CE dans la manière dont on va faire les choses, de manière beaucoup plus responsable au niveau de l'Europe. Mais ça ne peut se faire que si on embarque aussi des acteurs de confiance. Et puisque, comme tu l'as dit, Laurent, la confiance, et là vous en êtes, c'est la base du partage. On ne peut pas partager si on ne se sent pas en sécurité. Ça implique aussi qu'on ait des acteurs de type cloud provider, les fournisseurs d'infrastructures, parce que la question que je posais tout à l'heure, c'est elles sont où mes données ? On devrait pouvoir avoir une réponse immédiate, n'importe qui, pour savoir si potentiellement quelqu'un d'autre qui ne serait pas autorisé dans un autre pays peut avoir accès à mes données. Donc ça favorise énormément l'émergence avec Gaia-X, peut-être que Patrick tu reviendras là-dessus, d'une offre cloud européenne avec des principes implémentés qui sont la transparence, la confiance, la portabilité. On crée moins de dépendance aux fournisseurs d'infrastructures et nous on le voit, les offres qui sont celles d'OVH, d'Outscale, de Dassault, d'Orange, de Scaleway, etc. ont de beaux jours devant elles, parce que, et ça, ce sera dans tous les pays européens, ça va émerger, puisque vous, en tant que consommateur de données, citoyen, vous allez demander où sont vos données, et vous serez potentiellement plus à l'aise à ce que ce ne soit pas sur un GAFAM, et que ce soit aussi peut-être des choses qui passent entre les mains de vos enfants, de vos familles, etc., et pas quelque chose qui soit à l'étranger. Exactement, et du coup, ça fait une belle transition pour Patrick, parce que là, on a parlé de la partie réglementation, mais il y a également des initiatives privées comme Gaia-X. Et j'ai envie de demander à Patrick, à cet égard, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'apportent toutes les forces en présence en Europe au travers de ces initiatives ? Alors, la réponse est évidemment oui. Je ne sais pas dans quelle mesure notre auditoire connaît Gaia-X, donc ça vaut peut-être le coup de dire juste un petit mot. Arnaud l'a évoqué. Donc, Gaia-X, c'est vraiment a comme objectif de vraiment créer un espace de données européen, un espace de confiance souverain dans tous les secteurs. Et donc c'est une initiative privée, comme le disait Alain, avec aujourd'hui 300 membres qui représentent à la fois les utilisateurs, donc plutôt les entreprises industrielles, mais également tous les fournisseurs de solutions, fournisseurs de données. Donc c'est aussi une plateforme d'échange de ce point de vue. C'était une initiative qui est fortement soutenue par les gouvernements allemands et français, explicitement soutenue par la Commission européenne et notamment le commissaire Thierry Breton, et avec cet enjeu du coup d'être une vraie plateforme d'accélération pour tout l'écosystème de la data européen dans toutes ses composantes. Et évidemment avec les fintech, évidemment avec les startups, alors fintech plutôt pour notre secteur, mais toutes les startups. Et donc un des enjeux, c'est notamment d'embarquer tout cet écosystème et pas simplement les grands acteurs traditionnels. Exactement. Et peut-être aussi de préciser que finalement, cette initiative, ça ne concerne pas que l'infrastructure, en fait. Alors voilà, c'est encore une fois, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la valeur ajoutée des plateformes de données, c'est vraiment un enjeu de fournir des services à valeur ajoutée, en faisant le lien, comme l'expliquaient Arnaud et Laurent, avec les données des entreprises, les écosystèmes, et donc de faire toute la chaîne, c'était très bien expliqué, et ça concerne tous les secteurs. Donc ça, c'est... Tout à fait, c'est primordial. Et du coup, par rapport à ça, peut-être toucher un mot des data space, puisque tu es co-lead de cette initiative qui fait partie... Et donc alors, Patrick, ouais, je vais commencer, mais je laisserai mes collègues compléter. Donc, en termes de data space, donc ça couvre tous les secteurs industriels. Donc, il faut bien le voir. C'est tous les secteurs, c'est 25 pays embarqués. Donc, on est vraiment at scale au niveau européen. On a déjà du coup des premiers services produits dans le cadre de Gaia-X. Je pense notamment au Mobility Data Space allemand et au français. Sur un des deux, il y a déjà 14 services en ligne depuis le mois de septembre. Donc on est dans la phase de mise en œuvre et plus simplement dans le think tank et la réflexion, même si évidemment Gaia-X se structure en parallèle. Et puis évidemment, pour le secteur de la finance, mais on reviendra peut-être là-dessus, également un premier consortium formé en début d'année et une plateforme de données qui devrait émerger l'année prochaine, Eurodat, et on va peut-être en dire un mot, je ne sais pas dans quelle mesure. Oui. Voilà. Justement, pour poursuivre sur cet aspect de data space, j'ai compris que Dawex est un acteur qui investit, en tout cas qui s'est beaucoup investi sur ces sujets-là, avec une actualité très forte. Tu peux nous en dire un peu plus, Patrick ? Laurent, excuse-moi. Oui, peut-être
un mot d'abord pour pourquoi on parle de ces data space. Effectivement, Gaia-X est aussi un élément qui stimule finalement ce sujet d'accéder aux données et de les échanger. C'est un sujet qui bouleverse toutes les industries. Il n'y a pas une industrie qui n'est pas touchée par ce sujet-là. Je pense que le data space que pilote Patrick est un des plus importants. Ils se veulent tous attirer leur écosystème, hein, en tout cas favoriser que des initiatives se créent. Nous, on est impliqués dans plusieurs data space, notamment dans l'agriculture. Hein. Historiquement, les agriculteurs français se sont organisés très tôt sur l'accès et les conditions d'échange de données pour éviter qu'elles se retrouvent utilisées en tout cas contre leurs propres intérêts. Et donc en définissant aussi bien un cadre éthique sur l'utilisation de leurs données, en définissant les règles contractuelles. Donc à chaque fois qu'elles négocient, notamment avec les agrofournisseurs ou les parties prenantes, l'accès à leurs données, et puis en définissant des règles aussi bien sur l'échange de données, mais aussi sur l'identité numérique, sur la gestion de consentement, et toute une myriade de technologies qui sont en train d'émerger et qui sont directement liées au fait que des cadres de confiance et de la réglementation arrivent en Europe. Et puis nous, très récemment, on a mis en place Space Data Marketplace. Donc c'est dans le cadre du plan de relance national sur l'espace, justement, français, donc avec le soutien du CNES et de l'État, et en créant un espace de confiance pour que justement on rende accessibles les données d'observation de la Terre, pas seulement aux acteurs, aux professionnels de ce secteur, mais surtout à toutes les industries qui peuvent en tirer des usages. Donc j'ai cité l'agriculture, c'est évident, mais aussi l'environnement. Ça peut être aussi la gestion de l'habitat, et notamment sur les sujets de rénovation énergétique d'habitat. Comment on choisit une bonne stratégie justement de rénovation quand on est un opérateur public et qu'on a un parc immobilier immense et qu'il y a un chantier impressionnant sur ces 10 prochaines années. Donc Gaia-X est un stimulateur de ce qui est en train de se passer dans le pays et en Europe. Et il faut le dire, hein, c'est des sujets qui sont portés par les Européens. On voit pas ces sujets-là dans cette dynamique-là, excepté peut-être en Corée du Sud, mais qui a un marché très spécifique où ces plateformes d'échange de données sectorielles sont aussi en train d'émerger. De voir le jour, ouais. Et j'ai envie de dire, quid des services financiers puisque là, on parle de l'agriculture, de l'espace, etc. Je me tourne peut-être vers Patrick et Arnaud sur cette dimension, services financiers. Est-ce qu'il y a des choses qui sont également dans les tuyaux ? Alors, sur les services financiers, donc, on est dans le feu de l'action, comme je disais tout à l'heure. Il y a un an, à peu près, jour pour jour, on a publié un position paper franco-allemand à vocation européenne en identifiant une vingtaine de thématiques à forte valeur ajoutée pour notre secteur dans le cadre de Gaia-X. La première valeur ajoutée étant ce que nous appelons la compliance by design. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble essentiel, en tout cas du côté de tous les grands acteurs bancaires et assurantiels qui font partie du data space. C'est qu'en ayant le tampon Gaia-X sur un service fourni dans le cadre de ce data space, on a la compliance, ce qui suppose ex ante évidemment une certification, ce qui suppose une labellisation Gaia-X. Les premiers éléments de labellisation ont été publiés il y a un mois maintenant. Et donc du coup, ça c'est le premier point, mais qui a une énorme valeur ajoutée pour notre secteur. Le deuxième point, c'est évidemment des services à valeur ajoutée autour du KYC, autour de la lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme. On imagine aussi de monter une place de données européenne, une market data européenne sur tout ce qui est ESG. Et on pense que là, on peut jouer la carte européenne face au mammouth américain. Voilà, donc il y a Core Banking as a Service. Il y a comme ça une vingtaine de thématiques qui sont extrêmement larges, extrêmement ambitieuses, mais qui montrent qu'en se mettant tous ensemble, et notamment, j'insiste, avec notamment les startups et les fintechs, on doit être capable d'améliorer la compétitivité de notre industrie sur la scène mondiale. Et dans ce cadre-là, est-ce que, justement, pour cette industrie, les données sont peut-être confidentielles ou peut-être trop personnelles ? Est-ce qu'il n'y a pas ce sujet-là aussi ? Particulièrement, elles sont particulièrement sensibles, confidentielles. Encore une fois, tout le monde a maintenant bien conscience qu'en fait, c'est un asset qui est essentiel, qui est stratégique, et donc se dire je vais me mettre à collaborer avec des confrères qui sont aussi des concurrents pour réussir, c'est effectivement, comme dit Laurent, c'est très 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 ambitieux, c'est nécessaire puisque finalement on voit qu'effectivement c'est une filière data qui est en train de se structurer et qui va leur permettre de se positionner, de se repositionner sur le marché à la croisée et à l'intersection de différents chemins, et donc créer des nouveaux business models en fait. Et simplement, il y a l'enjeu qui est de démontrer au travers tous ces cas d'usage en fait qui figurent dans le position paper
et la capacité à faire qu'il y a réellement un impact business significatif, tangible au niveau business, de telle sorte qu'on puisse ensuite légitimer en dessous ce qui va être de l'ordre du traitement de la donnée, de la sécurité et toute la compliance en fait, qui peuvent paraître comme des freins, mais quelque part qui rassurent. Et donc la compliance et cette dimension de tiers de confiance qui devient de plus en plus précise et qu'on arrive à objectiver, quelque part, elle crée les conditions de la confiance. D'accord. Et ça, c'est devant nous, en fait, hein, c'est en ce moment. Moi, je vous invite à suivre donc notamment le projet Eurodat pour European Data Trustee, donc un data trustee européen a priori pour le monde de la finance, mais potentiellement à vocation un peu plus large. Normalement, le projet va être lancé en janvier et on vise un MVP au 2e semestre de l'année prochaine. Je sais que Atos, je ne sais pas s'il y a des représentants d'Atos dans la salle, mais est partenaire de cette initiative qui est plutôt d'origine allemande. Les banques françaises sont très intéressées par ce projet et j'imagine et j'espère qu'il y aura d'autres Eurodates qui vont venir, mais c'est typiquement quelque chose de concret qui va permettre de montrer de manière tangible, ça reste de l'IT, mais de montrer de manière réelle ce que peut être une plateforme de confiance à l'échelle européenne et notamment par rapport aux notions de RGPD, aux notions de données sensibles des banques et de tout ce qu'on doit protéger par rapport à ta question, Alain. Je me permets de partager un message qui vient du Cybercampus. En fait, Yann Bonnet, qui est le directeur général du Cybercampus, qui me dit, mais en fait, l'enjeu de la sécurité sur le contrôle, justement, sur cette dimension sécurisante et le partage de la donnée est clé. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à embarquer un pool d'acteurs bancaires qui seraient dans cette logique Gaia-X, où on vient ensemble travailler sur des expérimentations de Gaia-X en partageant des données sensibles et en garantissant avec finalement l'excellence scientifique en matière de sécurité qui est incarnée par le Cybercampus, ce type de projet collaboratif, ce qu'ils appellent Data Security. Donc ça, c'est aussi, si dans vos organisations, vous croyez à ça et vous voyez cette réalité, c'est une façon d'opérationnaliser, puisque Gaia-X, tu l'as dit Patrick, mais passe d'un think tank à un do tank. Donc là, on a besoin vraiment de personnes pour déployer cette agilité collaborative et faire et prouver, montrer que c'est possible et créer cette voie d'entraînement. Revenir à ces histoires de freins, donc on en a évoqué un tout à l'heure, et me retourner vers Laurent en me disant, voilà, par rapport à la mise en œuvre, le déploiement de la solution que tu pilotes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres freins, est-ce que tu vois d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui ça pourrait être ralenti, ou au contraire me dire finalement non, le truc c'est une autoroute, ça est en train d'accélérer. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est déjà si le management n'est pas impliqué, ça ne peut pas fonctionner. Et donc on revient à la raison de pourquoi on donne accès à ces données ou pourquoi on veut aller chercher des données. Donc ça, c'est fondamental. C'est pour ça que on définit une feuille de route. En tout cas, nous, nos interlocuteurs définissent une feuille de route sur l'accès ou la distribution de leurs données. Ça, c'est la chose première. Ensuite, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. C'est quels sont mes objectifs? Est-ce que c'est favoriser l'émergence de nouveaux services qui vont me servir parce qu'ils vont être développés dans mon écosystème grâce à mes données, et donc j'ai un enjeu à ça. C'est pas un enjeu financier direct de distribuer mes données. Par contre, c'est un enjeu de le fournir à un écosystème, et il faut mieux qu'il soit plutôt captif avec mes données que plutôt ils partent avec des principes qui me seraient complètement étrangers. Donc là, il y a un sujet terrain de jeu, et souvent dans les grandes entreprises, c'est un enjeu de créer un centre de gravité autour d'elles, d'acteurs, alors soit de l'innovation, soit des autorités de régulation. On le voit, certaines entreprises ont besoin de montrer aux régulateurs pourquoi, grâce aux données, pourquoi il vaut mieux aller dans ce sens-là plutôt que dans tel autre quand un nouveau projet de loi ou de règlement est en train d'arriver. Donc ça, on va dire, c'est au bénéfice de son environnement. Après, il y a des objectifs purement financiers. Je suis un acteur de la distribution et je sais que mes données ont une valeur. Peut-être j'ai intérêt à créer un nouveau business model parce que cette donnée, je l'ai déjà, parce que je vais maîtriser avec qui je vais l'échanger, et j'ai mesuré que ça représentait dans mes objectifs financiers quelque chose de conséquent d'ici 3 à 5 ans. Et puis, le dernier point, il peut y avoir des enjeux sociétaux. Donc, tout à l'heure, on parlait de ESG, mais il est vrai que la donnée peut avoir un intérêt aussi en aval de son activité.
je suis dans une activité industrielle qui est annoncée comme polluante. Je crée de l'innovation avec des produits qui sont entièrement recyclables, par exemple. Le problème, c'est que ma filière s'est encore peu transformée et elle impacte finalement ce qu'on peut voir dans l'actualité. Donc j'ai plutôt un intérêt, moi, à fournir industriels des informations sur ma production, sur le fait que je produis des nouveaux produits justement entièrement recyclables à des destinations des collectivités territoriales ou des acteurs de la collecte de déchets et du recyclage. Donc là, on voit bien que je n'ai pas un enjeu financier direct, j'ai un enjeu pour éviter la disparition de mon secteur ou de ma filière, ou en tout cas d'accélérer sa transformation, parce qu'en aval, je peux fournir une donnée qui va permettre justement à des acteurs avec qui je ne suis pas en relation contractuelle, d'eux-mêmes prendre en compte ma nouvelle technologie ou les améliorations que je fais dans mon secteur. Donc le point de la motivation est vraiment différent d'une entreprise à l'autre et doit être défini dès le départ pour qu'ensuite ces projets s'engagent. Nous, on a des clients, ils ne s'engagent pas juste pour 6 mois, c'est des sujets qui sont structurants. Créer un espace de confiance d'accès à la donnée, c'est un projet de transformation aussi de l'entreprise, et donc la raison d'être de ces projets doivent être définie en amont. Je me retourne vers Patrick avec la même question. les freins, finalement, à ces développements. Il n'y a pas de frein sur l'argent. Parce que l'argent, il y a des centaines de millions d'euros disponibles au niveau des gouvernements nationaux et au niveau de la Commission européenne. Il n'y a pas de frein sur l'ambition européenne. Elle est clairement affichée, Data Governance Act, Data Act, Data Service Act, Data Market Act et patin couffin. L'environnement et la stratégie data européenne, elle est là. Il n'y a pas de frein au niveau de la collaboration à l'échelle européenne ou au niveau des acteurs. Des plateformes comme GaiaX, et il n'y a peut-être pas que GaiaX, mais sont là pour organiser la collaboration. Donc moi, de mon point de vue, le seul frein qu'il y a, c'est dans notre tête, c'est le fait qu'aujourd'hui, on continue à penser qu'on va avancer plus vite seul plutôt qu'en commun. Et donc pour moi, le principal frein, c'est celui de franchir ce cap du travail ensemble, du travail en commun, de la mutualisation sur des choses qui doivent nous servir d'accélérateur pour la place de Paris, pour la place européenne, sur la scène mondiale. Voilà. Et donc, je dirais, le principal frein pour moi, il est celui que l'on se met soi-même, alors que dès demain, il faudrait qu'on renforce l'initiative collective. On ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin ensemble que chacun dans son coin. Merci. Arnaud, peut-être. Mais je partage complètement. C'est-à-dire que la réalité d'une entreprise qui va performer demain, c'est cette entreprise qui est ouverte, c'est cet écosystème étendu. C'est contre-intuitif, je voudrais juste dire, partager va leur permettre de reprendre le contrôle sur leur chaîne de valeur. C'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. C'est parce qu'actuellement, elles ont perdu le contrôle et ça leur échappe, et c'est des acteurs un peu tech qui viennent les challenger sur leur métier historique avec des grandes maisons qui font ça. Donc ça implique effectivement, pour moi, le dernier frein qu'on ait, enfin je le vois, alors c'est mon côté un peu entrepreneur et je suis plutôt je viens de la technique, donc j'aime bien faire et puis vous vérifiez que ça marche et qu'on améliore en continu. C'est pas chercher à faire parfait. Je crois que l'écosystème et les conditions de la réussite sont tous là. Donc maintenant, c'est des freins psychologiques au niveau probablement effectivement des CEO, des décideurs, etc. Ce qui peut freiner, pour collaborer sur ces projets. Je pense à des projets de place, puisque là, je pense à des projets comme l'anti-money laundering. C'est des sujets que j'ai pu voir autour des modèles qu'on va entraîner, des scénarios, etc. Je l'ai vu dans toutes les banques. On peut très bien imaginer, et on connaît des acteurs qui viennent sur le côté avoir des modèles qui sont bien meilleurs que chacune des banques. On peut se dire à partir de quel moment, et je le vois dans l'assurance, les acteurs vont se mettre à partager surtout entre eux. Ça coûte, ça rapporte rien. Donc du coup, quelle idiotie intellectuellement de dire on va chacun le faire alors que ça nous coûte beaucoup d'argent, pour ne pas parler... voilà. Et donc, du coup, je me tourne vendredi vers Arnaud Codou, que vous connaissez peut-être, qui est le bras droit de Nicolas Dufour, qui me dit c'est très difficile d'avoir des acteurs, parce que c'est aussi de l'humain. Donc, l'enjeu, c'est des acteurs comme Patrick et d'autres qui vont pouvoir convaincre ces organisations. Il y a de la résistance au changement en interne. Donc, moi, je suis ravi que tu sois DSI aussi, parce que souvent, il y a, et je le vois, j'étais invité à une réunion start-up, etc., on parle de démons. Non, stop. On va arrêter de diaboliser qui que ce soit dans l'organisation. Comme dit Laurent,
on va donc collaboration agile, et ça c'est pas encore C'est pas encore répandu. D'accord. Bah écoute, ça viendra. Ça va venir, ouais. Ouais, on est en bonne voie, Ouais. Tout à fait. Et je voudrais peut-être poser avant d'en terminer, puisque je pense que l'heure tourne, l'horloge avance, une question à Dawex qui moi, l'entreprise me fascine, hein, je vais être franc avec vous. Et vous avez comme ambition de devenir l'Euronext des données, d'être une... Alors là, on avait le président de Paris Europlace, donc c'est quoi votre ambition en fait? C'est quoi l'idée là? En fait, ça part surtout d'un principe, c'est que l'économie de la donnée, puisque c'est le mot qu'on utilise dans pour définir justement cette nouvelle création de valeur grâce à la donnée, cette économie de la donnée va avancer de la même manière que les matières premières, que les marchés financiers. Donc va se structurer à la fois avec beaucoup de conformité, on le voit apparaître, et l'Europe prend un leadership sur ce sujet et est repris dans d'autres régions dans le monde. Va se structurer autour de lieux d'échange de données. Donc, c'est très, très ambitieux de parler d'être l'Euronext, mais c'est simplement pour dénoter que finalement les bourses se sont créées sur les matières premières il y a quelques siècles. Sur les marchés financiers, se sont structurés très fortement en un siècle. Sur la donnée, sans doute, ces places de marché de la donnée vont se structurer dans les 10 prochaines années, donc ça va aller très 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 vite. On le voit sur la réglementation, on le voit sur les initiatives comme Gaia-X qui fédèrent tout à l'échelle d'un continent dans tous les secteurs d'activité. Donc il y aura besoin de ces lieux de confiance qui vont être très technologiques, mais dans lesquels il y aura aussi beaucoup de business, de juridique, de conformité, de choses qu'on connaît très très bien déjà dans la finance, mais qui seront appliquées cette fois-ci à la donnée. Sur la donnée, oui. En fait, voilà, c'est cette, je dirais, cette projection de monétisation et de valorisation de données que vous faites sur votre plateforme qui est, pour moi, je trouve intéressante. Et voilà, je vous invite à suivre. En tout cas, le Japon, si je prends un exemple d'un pays qui aime bien réfléchir par lui-même et s'ouvre peu, le Japon parle de data trading, justement pour comprendre, alors aussi bien pour les entreprises, mais surtout pour l'État, ce qui sort et ce qui entre en termes de valeur donnée de son territoire, en considérant que finalement la valeur donnée peut être intégrée aux entreprises. Et finalement, si une entreprise arrive à montrer que dans son actif, il y a aussi la ligne donnée, ça veut dire qu'elle pourra peut-être mieux se financer, plus investir et avoir du leadership dans son activité. Passionnant, merci beaucoup. Je pense que nous sommes quasiment à la fin de notre table ronde et j'aimerais pour la clôturer poser une dernière question à chacun de nos intervenants. Si vous aviez un mot, voilà, en un mot, si vous deviez, s'il ne devait rester qu'un mot de notre table ronde et en tout cas des échanges sur ces nouveaux espaces de données, quel serait-il? Allez, Arnaud. Moi, j'utiliserai le mot que j'ai déjà utilisé, qui est collaboration agile, pour faire, montrer que ça marche et amplifier. Donc collaboration agile, ouais. Alors, je reprends ça et je rajoute c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain, parce que les places sont en train d'être prises et donc c'est maintenant. D'accord. Et moi, je dirais c'est stratégique, puisqu'on a parlé souvent c'est un enjeu pour à un niveau C-level. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision, parce que si on ne la prend pas, d'autres dans votre paysage concurrentiel vont la prendre, vont tisser des liens forts avec leur écosystème, et ce sera très compliqué de déconstruire ces liens. Je crois qu'Augustin de Romanet a parlé de l'effet de réseau, dont la valeur est le carré de ses membres. On comprend bien l'enjeu pour ces entreprises, les grandes entreprises, de s'y mettre très vite. Et les petites aussi, j'imagine. Et d'y participer. Et d'y participer. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. J'ai été ravi vraiment d'échanger avec vous sur ce sujet à la fois passionnant et puis qui est en train de, moi je le pense, va bouleverser la façon dont les organisations vont travailler et collaborer dans les années qui arrivent. Merci. Merci. Merci Alain. Merci à vous.